Bon. Bonjour Pierre. Tu n'habites pas, tu n'habites plus les Hautes-Pyrénées, mais ton département est le département de naissance et de jeunesse. Ta famille y demeure et je pense que tu es un peintre bigourdan, car sur les 33 expos que j'ai répertoriées récemment, 30 ont eu lieu à Tarbes ou dans les environs. En ce moment d'ailleurs, tu es en train d'installer une expo à Saint-Sevé. Je ne te connais pas, mais je connais ta famille, tes parents, Daniel et Michel, tes oncles et tantes. Et lorsque ces personnes parlent de toi, on parle de l'historien qui serait une pointure, selon un de tes oncles. On parle aussi de, de ta passion pour ton métier de prof d'histoire et de géo. Mais sur ta bio, je lis que tu es agrégé de géographie. Sur Internet, si on tape Pierre Berger, on tombe sur le galeriste, amateur d'art et compagnon d'Yves Saint-Laurent. Pour être identifié, on doit taper Pedro Pierre Berger. Alors d'abord, pourquoi ce pseudonyme? Pedro, parce que quand j'étais aux Beaux-Arts de Paris, j'ai été plusieurs années à l'atelier Velikovic, sur une expo collective où on présentait des dessins. Il se trouvait qu'il y avait aussi des galeries, défilés de haute couture. Et il se trouve que Pierre Berger est passé et une remarque a été faite comme quoi je ne pouvais pas signer de ce nom parce qu'il y aurait eu un copyright puisque c'était aussi un homme d'affaires. Et moi je l'ai pris content et alors ça m'a blessé, hein, vraiment. Mais j'ai réagi et j'ai commencé à signer Pedro. C'est donc dans les années 80, hein, ça doit se situer en 83 ou 84. Et c'est simplement il y a une quinzaine d'années, par hasard, une gendarmette m'a expliqué que pas du tout. Mais j'avais pris l'habitude comme ça, et puis ben là j'étais ravi, et je me suis dit je vais enfin pouvoir mettre mon nom de famille et puis rendre hommage à mon père et ma mère. Et donc j'ai mis Pierre Berger dit Pedro. Bon, ça c'est la vraie histoire. En vérité, il y a aussi une coquetterie, un clin d'œil en direction de l'Espagne. Et tout ce qui est hispanisant, je dirais gauchisant, je tenais à m'inscrire aussi idéologiquement du côté des républicains espagnols, du côté des gens qui ont combattu la dictature ou les dictatures en Amérique du Sud que j'ai parcouru. Et donc, à la fois pour Garcia Lorca, à la fois pour Pablo Neruda, etc., pour les travaux que je fais, hein, ça me plaisait de m'appeler Pedro. Et je l'ai donc assumé pleinement, et je sais l'expliquer. Voilà, Pedro. Bon, alors tu es un historien, tu es peintre, tu es géographe. Parle-nous de ce que tu appelles ce puzzle artistique. Parle-nous de ta formation. Alors, le puzzle artistique, c'est la mosaïque, mais c'est pire qu'une mosaïque, c'est un kaléidoscope en vérité, hein, qui alimente l'inspiration de l'artiste. La muse, elle est pas toute seule. C'est les muses, et puis c'est même, c'est les muses, ça évolue sans arrêt. La nuit, c'est pas le jour, l'hiver, c'est pas l'été. Et à 4 heures de l'après-midi, ce qui m'envahit n'est pas ce que j'ai à 6 heures du matin, je dors peu. Donc le puzzle artistique, c'est la multiplicité des inspirations. Moi, je me suis toujours ouvert au monde, encore une fois, grâce à mes parents. Et l'histoire-géographie, c'était une évidence. Mais l'histoire-géographie, en tant que bibliothécaire, ne me convenait pas. Donc j'ai voyagé. J'ai travaillé pour Air France en accompagnant des groupes. Et c'est vrai que la géographie comme l'histoire, je suis allé la rencontrer. Il me faut de l'humain, il me faut du terrien. Je suis un taureau, hein. Et voilà, la multiplicité artistique, c'est ça. Mais je pense qu'on pourrait y mettre aussi la famille. Le fait que tous les matins, avant d'aller travailler, je dessine dans les bars. Euh, c'est ça la multiplicité, le puzzle artistique. C'est l'inspiration multiple. Et parce qu'elle est multiple, elle ne s'arrête jamais. Je ne comprends pas quelqu'un qui puisse me dire comment tu fais pour trouver l'inspiration. Mais enfin, moi, elle m'envahit tous les jours à chaque heure. Voilà. Mais alors c'est l'histoire qui t'a amené à la peinture. Pas du tout. Pas du tout. C'est l'un et l'autre. C'est vraiment. Il y avait trois grands tiroirs dans mon adolescence. Le premier était la montagne et le sport. Le second était l'art.
et le troisième était l'histoire, sans doute par mon père, l'art par maman. Et la vie a fait que j'ai choisi d'abord j'ai passé les concours d'entrée, ma foi, l'UFRAPS à Toulouse, à l'époque c'était l'UREPS. J'ai aussi imaginé que je serais garde de parc national pour la montagne, mais au final je suis parti aux Beaux-Arts de Paris. Mais non, tout comptait. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de tiercé dans l'ordre, hein. Vraiment pas. Et au final, l'un alimente l'autre en permanence. Et c'est pour ça, peut-être on va en parler plus tard dans l'interview, que je fais de l'art dans mon métier de prof et que l'histoire intervient dans mon métier d'artiste. Et en étant atypique dans les deux cas, je vis bien. Parce que quand on est atypique, on vit bien. Voilà. Je suis prof atypique grâce à l'art. Je suis artiste atypique par l'histoire et le côté historien. Les deux s'alimentent et il n'y a pas de priorité. Mais toi qui es un enseignant investi, qui Oui. anime beaucoup d'activités extrascolaires, tu as réalisé 30 expos en 9 ans, Oui. dont une composée 100 œuvres. Mais comment fait-on pour faire cela? En fait, quand je fais un travail, par exemple, j'ai fait Pablo Neruda, Pedro pour Pablo. Je prends le chant général, le canto général, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pendant un mois, 2 dessins sortent par jour en lisant, ce qui veut dire que, sans du tout forcer, j'ai immédiatement 100 dessins. Immédiatement. J'ai immédiatement 100 dessins si je travaille sur les migrants. En travaillant le matin dans les bars, tous les matins vont sortir 2 encres. Donc, c'est pas le nombre. C'est pas le nombre. C'est l'essence, c'est l'humanisme qui m'habite, c'est l'humanité que j'ai en face de moi, qui me permet, comme ça, de... Tout le monde s'étonne de la production, mais il n'y a pas à s'étonner parce que je ne fais aucun effort. C'est une respiration. Alors oui, quand j'arrive à des expositions, eh bien j'arrive avec 100, 120, 130 pièces. Voilà, donc à Saint-Sevé, là, il va y avoir... j'ai un espace réduit, mais on m'a demandé des grandes pièces, donc il y en aura une trentaine. Mais j'en avais amené beaucoup plus à leur montrer. Voilà. Mais c'est pas le nombre ne veut rien dire. Le nombre, il impressionne. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais. Ouais. Tu es aussi très éclectique en ce qui concerne tes supports et tes techniques, hein. C'est l'huile acrylique, le bois, la toile, l'encre, les découpages. Et pourquoi faire autrement? Pourquoi choisir un média? Non, et même on pourrait rajouter, souvent je dessine même sur un écran sur mon portable quand j'ai pas le temps, ou en réunion, hein, puisque je dessine tout le temps. Mais pourquoi se tenir en ouvrant tous les tiroirs quand je suis moins vaillant en écriture, parce que j'aime la poésie aussi? Eh bien ma foi, c'est vrai que je vais faire un découpage. Mais les temps de travail ne sont pas les mêmes. Le croquis de barre le matin ne m'empêche pas, sur un temps long, pendant 3 jours, de faire un tableau. Et voilà. Et le bois, c'est pareil, sur des assemblages. En fait, ce qui est bénéfique en ayant plusieurs supports, c'est la possibilité permanente d'exprimer quelque chose. La source n'est jamais tarie. Voilà. Mais les festivals paraissent t'inspirer. Certaines expos ont pour thème le tango, d'autres le jazz. Des rencontres d'hommes. Voilà. Le festival, ça c'est important. Un festival, ce n'est pas une scène. Ce sont des gens qui se réunissent pour consommer de la culture, consommer de la rencontre. Alors, bon, c'est vrai que j'ai des affinités de tango, mes parents sont tangueros et je suis particulièrement sensible au tango. Il y a aussi le festival de salsa, mais c'est vrai que là, j'y vais pas. Et puis pour Marciac, c'est le jazz, hein, puisque voilà, c'est une musique qui me parle, et j'y ai des amis. Et c'est vrai qu'un festival, c'est des rencontres, et puis surtout un festival, c'est moi qui vais rencontrer des gens. Je ne vais pas faire une exposition, oui, je vais faire une exposition à l'Office du tourisme ou dans une galerie, mais d'abord je dessine dans la rue. Et je rencontre des gens dans la rue, et ils me voient dessiner. C'est-à-dire que l'artiste et artisan, c'est la même racine. Il faut qu'ils nous voient travailler avec nos mains, il faut qu'ils voient que le dessin, il ne tombe pas du ciel, c'est pas une photo, c'est une sensibilité avec un savoir-faire. Et un artiste, c'est un manuel. C'est un manuel. Et, voilà.
Oui, mais je rebondis à ce que tu dis parce que nous étions hein, avec mon mari voir l'exposition que tu avais fait à l'Office du tourisme sur le festival de tango. Mhm. Et il y avait des personnes qui s'étonnaient que le mouvement soit pas exactement celui qu'on voit sur les tangos. Et ils n'avaient pas compris que c'est l'idée du tango que tu voulais... Alors que non, tu... oui, non seulement c'est l'idée du tango, mais à partir du moment où je travaille dans la rue, l'imperfection, il faut la tolérer et chez moi et peut-être chez les modèles. L'idée, c'est un partage de tango, c'est dommage qu'il n'y ait pas la musique, et peut-être même les odeurs et les sons des gens. Quand je dessine le tango, j'ai dessiné aussi les filles qui mettent les chaussures, les gens qui se tapent dans le dos. Le tango, c'est pas le geste. Si vous voulez une image juste, faites une photo, ou surtout faites des scènes qui sont des poses. Ce que je respecte tout à fait, c'est aussi une expression, hein, mais c'est pas la mienne. Moi, je vais au jardin Massé, je me pose dans un coin. Il y a même des dessins de tango que j'ai faits, que ça vienne de moi ou des danseurs, on dirait de la guinguette. Donc c'est la rencontre qui me plaît. C'est les couples ensemble qui dansent. C'est pas le geste juste. D'ailleurs, je l'ai pas, même en dessin. Hein. Ouais. Bon, tu nous as déjà parlé de l'inspiration que te donnent certains textes, comme tu as parlé du canto rondo Hmm. du canto général plutôt de Pablo Neruda. Il y a aussi Le Petit Prince de Saint-Exupéry, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton inspiration en ce qui concerne la littérature? Alors, c'est pas une idée de littérature, c'est une idée de, encore une fois, de vibration ou de sensibilité. C'est pas que je cours après des textes littéraires, c'est que certains textes, en général, excusez-moi, c'est de la poésie. Certains textes me bousculent. À partir du moment où je suis bousculé, que je suis en déséquilibre, je suis en prise de risque, je suis artiste. Et donc mes mains travaillent. Alors, le chant général, c'est un texte qui m'a bousculé quand ma marraine Arlette Dubalin, qui était élue et de gauche, hein, verte, me l'a lu petit et donc voilà, il a cheminé dans ma tête. Le Petit Prince, depuis toujours, grâce à maman et ma grand-mère, il a été avec moi, il fallait bien que je le mature. Mais de la même façon, euh, je, j'ai des envies de Victor Jara, certaines chansons me bousculent. J'ai des envies de Kipling, j'ai des envies, alors là c'est pratiquement prêt à être fait, de Machado ou de Garcia Lorca. C'est pas une idée de littérature. Je cours pas après la littérature. Voilà. Oui, sur la plaquette qui annonce l'expo de Saint-Sevé, Ouais. tu parles de concepts qui sous-tendent cette expo. En particulier, tu parles d'humanisme assumé, d'injustice dénoncée. Ah oui, oui, oui. Alors, bon, on sent la fibre de gauche, hein, bien sûr. Mais l'humanisme assumé, c'est pas à la mode actuellement hein, d'être humaniste, hein, vraiment pas. Hein. L'humanisme réel, hein, c'est-à-dire l'humanisme dans l'action. Pas l'humanisme décliné avec un narcissisme à la télévision par certaines personnalités ou journalistes. Non, l'humanisme dans l'action, c'est-à-dire je suis humaniste parce que je vais vers les humains. Quoi, hein. Saint-Exupéry, même tout seul, il va vers les humains dans le désert, hein, quand il est au sol. Hein. Mhm. Alors, l'humanisme assumé, ça veut dire, quand je suis prof, je vais vers ceux qui ont besoin. D'où le périscolaire, d'où mon histoire de l'art, d'où ma charge vers les dyslexiques et les cas sociaux. Quand je suis artiste, je suis humaniste, pourquoi? Mais parce que quand je dessine, c'est un prétexte à discuter. Quand je suis dans les bars, les gens viennent voir. Jamais je vais les jeter, évidemment, au contraire. Hein, le café, après le dessin, ô combien sont partis avec un dessin d'ailleurs. Quand je suis artiste dans une exposition, pourquoi je dis que j'ai un humanisme assumé? Parce que quand les gens viennent parler avec moi, je prends le temps de discuter de ce que je suis, de ce que je leur offre. Et puis surtout, je mets aussi un point d'honneur à ce que des gens qui ne vont pas dans des expos parce que c'est trop cher, parce que c'est pas pour eux, repartent avec un original. Alors, je me fais bousculer sur, entre autres, mes tarifs, hein, puisqu'un artiste, il y a ça aussi. Mais moi, je suis pour l'art populaire, et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je vais vers du street art. J'aimerais travailler dans la rue aussi.
Parce que je pense que l'art doit sortir des galeries absolument, mais vraiment, hein. Soit quelqu'un repart avec pour mettre à la maison, et puis avec le dessin avec lequel il repart, il y a l'entretien qu'il a eu avec moi. Il y a l'échange. Voilà. Et alors, que veut dire le terme totem réinventé? Alors, c'est double. D'abord, c'est parce que il y a certaines pièces que je fais qui se moquent de certaines spiritualités d'aujourd'hui. Euh, je m'amuse beaucoup je suis très respectueux de la foi, mais très ironique des clergés. J'aime bien rappeler, c'est peut-être ma grand-mère huguenote qui m'a mis ça en tête, hein, qui a autant de façons de croire qu'il y a d'humains sur Terre. Mais je suis toujours très amusé des falabala, comme on dit, des emballages religieux, rappelant que religion vient du terme latin religare, qui est relier les gens entre eux et non pas les séparer. Et alors je m'amuse à réinventer des totems en mettant des valeurs humanistes et humaines sur des clichés religieux. Par exemple, je me suis plu à prendre des visuels judéo-chrétiens bien connus de Pietà, de Vierge Marie, que j'ai couplés avec des masques africains et sur des mises en scène des clichés qu'on a l'habitude de voir par la Renaissance, par la fin du Moyen-Âge, rentrer l'humanisme africain et réinventer effectivement des totems et des façons de croire. Et je pense que l'art, il doit servir à ça aussi, à bousculer les clichés. Les clichés, ouais, ça c'est rien de pire, je crois. Les clichés, ouais, ouais. Oui, voilà, d'où les totems réinventés. D'ailleurs, j'ai fait un travail sur du bois avec plusieurs totems. Alors, il y a et des fétiches, là, le totem un tout maigre, là, le totem qui manque d'offrande, le totem des fourmis qui aiment chanter la nuit, le totem. Voilà. Oui, bon, tu l'as déjà évoqué rapidement. Pour moi comme pour toi, l'art doit être accessible à tout le monde. Or, malgré les efforts réalisés par les divers ministres de la Culture, c'est une minorité qui fréquente les musées et les galeries. Bon, tu as exposé dans des restaurants, mais aussi dans certains cafés de Tarbes. On peut soit prendre un apéritif, soit boire un café sur des barriques peintes par toi. Et un soir, j'ai vu des jeunes gens qui tournaient autour des barriques pour regarder ces dessins. Ils échangeaient entre eux. Alors, ces peintures, est-ce le hasard ou une volonté de ta part de sortir l'art des galeries? C'est un des moyens de sortir l'art des galeries. Voilà. Bon, il y a les barriques en question, c'est du côté de Broban. J'en ai fait d'autres qui sont vers Marciac et Maubourguet. Dans tous les cas, les gens rigolent, tournent autour. Encore une fois, c'est un prétexte. L'art, c'est un média, hein. C'est un médium, hein. Et de la même façon, des collages sur des murs, de la même façon. Alors, ce qu'il y a de bien dans les galeries ou des tables, par exemple, c'est que ce sont des objets usuels et que les gens qui sont en train de faire quelque chose du quotidien, ils boivent un coup, ils mangent, ils discutent, paf, tout d'un coup, eh bien, il y a cette inspiration qui leur vient, ce rire souvent, j'aime bien déclencher les rires. Mais après, sur des choses plus engagées, des accrochages de bouteilles en plastique avec des messages dedans, des collages au sol, filmés par le haut pour voir les gens ne se rendent même pas compte qu'ils marchent sur de l'art. Il y a toute une gamme d'outils et de médias artistiques pour sortir l'art des galeries. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut refuser et rejeter les galeries. Il y a toute une expression décorative, et pas seulement, hein. Il y a un marché de l'art nécessaire. Les galeristes peuvent être des gens, je dis peuvent parce que j'en ai rencontré, ce n'était pas le cas, c'était des affairistes, peuvent être des gens passionnés, amoureux de l'art, amoureux des artistes. On ne peut pas être amoureux de l'art, c'est être amoureux des artistes. Donc il faut les galeries, il faut les musées, tout ce qui est patrimonial compte beaucoup. Mais après, il faut aussi le reste. Il faut des spontanéités. Voilà, la galerie et le musée ne proposent pas quelque chose de spontané, pour moi. Bon, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans cette plaquette. Tu parles de la femme, la mère vénérée.
Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Bon, j'avais écrit un poème qui s'appelait Ma mère, c'est maman. Donc déjà tout est dit. Je pense que n'importe quel être humain sait qu'il a une maman, même les pires des salopards savaient qu'il avait une maman, et quand ils ont été particulièrement hargneux, c'est parce que justement il leur manquait maman. Je pense à Adolphe, qui a été orphelin. Non, oui, alors la mère vénérée, ça va de la... C'est multiscalaire cette affaire. Ça va de maman, en passant par le symbole, en passant par la féminité. Alors moi je suis un garçon, on est donc fasciné, le fameux féminin sacré sans doute on l'a, mais enfin on ne portera jamais d'enfant. La mère vénérée, c'est le fait que, là aussi j'avais fait un texte qui expliquait, qui racontait, qui disait, qui poétisait le fait que d'abord toutes les femmes sont des mères. Je disais toujours aînée puisque maman. Et bon, Aragon dit la femme est l'avenir de l'homme, c'est bien ça, hein. C'est pas l'avenir, c'est que sa femme. Dans l'islam, il y a un hadith qui dit les femmes sont les sœurs des hommes. Les sœurs des hommes. Ça les met à égalité, donc déjà ça balaye tout ce qu'on peut penser de façon islamophobe. Et ça rappelle bien que sans la mère incarnée, et derrière la mère incarnée, eh bien, il y a quoi? Il y a une sexualité saine, il y a l'amour filial, l'amour conjugal. Oui, la mère vénérée, c'est une évidence. Une évidence. Ouais. Attention, hein, ça veut dire aussi que la mère vénérée peut être masculine. Je veux dire par là, je pense qu'il est nécessaire aussi maintenant que l'art se positionne, ou que nous nous positionnions pour nous engager sur des nouveaux modèles de société. Je vois nos jeunes qui ne fonctionnent pas comme nous, et pour qui les LGBT ne sont pas un problème. Ça m'a toujours interpellé. Pourquoi moi, ça me dérangeait quand j'étais adolescent, l'homosexualité. À Tarbes, c'était très mal vu. Et pourquoi aujourd'hui, c'est une évidence et c'est rentré dans les mœurs. Ça, c'est vrai, oui. Alors, la féminité dans l'être humain, c'est pas la féminité chez la femme. La féminité incarnée, la mère incarnée, elle peut avoir le masque masculin, bien sûr. Bien sûr. Bon. Le travail de création, toujours, et partout, est une fenêtre ouverte. C'est un pardon renouvelé. Pardon pour qui? Pourquoi? Ben, d'abord, moi qui m'excuse parfois auprès de gens qui me voient les dessiner, de les dessiner. Parce que c'est pas une photo, il n'y a pas de droit à l'image. C'est pas un vol. Moi, je me souviens que pendant mes voyages, entre autres en Amérique du Sud, où des fois c'est un peu violent et tendu, les gens ont des armes. Le fait de dessiner, ou en Croatie après la guerre, j'étais allé, et le fait de dessiner permettait des choses que la photo ne permet pas. La photo est souvent un vol d'image, le dessin non. Au contraire, on m'invite à manger derrière. Je n'avais jamais pensé. Ouais. Et après, le pardon renouvelé, c'est aussi le fait que quand je dessine dans les bars, je peux avoir le pire des connards à côté de moi, qui dit des trucs insensés, des choses même impardonnables. Et bien une fois que je l'ai dessiné, j'ai le sourire. Et pas spécialement la caricature. J'en sors apaisé. Donc en plus, ça me fait du bien de dessiner. C'est le pardon renouvelé, voilà. Bon, Pierre, quels sont tes projets bigourdants? Alors, dans l'immédiat, là je rentre d'une entrevue, enfin d'une sélection de tableaux pour l'abbaye de Saint-Sever de Rustan, avec des gens extraordinaires, une assoce là, Saint-Sever en couleur, une Colette Kurdi que je ne connaissais pas, royale, une rencontre de rêve, une très belle rencontre, avec donc, c'est une expo collective qui n'est pas collective, puisque chaque artiste a un espace. Je ne suis pas très pour les expos collectives. Donc chacun a son espace, avec un propos défendu, assumé par l'association de chacun des artistes. Donc ça, c'est à Saint-Sever et c'est le mois prochain. Et sinon, cet été, bon, Tarbes, c'est ma ville de cœur, j'y ai grandi. Je suis en résidence avec le Paris, donc à la municipalité. Donc ça s'appelle un Paris d'art. Et je vais dessiner et créer sur scène avec une poétesse qui s'appelle Rachel de Toulouse. Nougaro l'appelait ma musicienne, elle le connaissait bien. Donc elle dira des textes
à elle, bien sûr, elle les joue. Certaines de moi, je vais travailler beaucoup de façon plastique avec un échange avec le public. Et ça s'appelle un pari d'art. Voilà, pour les projets immédiats. Bon. Mais je sais que tu trouves que Tarbes est une ville artistique. Eh bien, oui. Alors, il se dit, moi j'entends beaucoup que Tarbes n'est pas artistique et que... Et je l'entends, hein. Alors, d'une part, je pense que c'est pas vrai parce que moi j'ai pu y réaliser tout un tas de choses. De par le conservatoire, de par l'Artelier, de par l'Atelier Veynes, enfin je veux dire des lieux d'exposition, le Carmel, etc. Il y a des choses quand même, hein. Et puis après, il y a aussi le fait que tant qu'on dit qu'une ville n'est pas artistique, elle n'est pas. Il faut quand même changer le fusil d'épaule, y compris les artistes, hein. C'est pas une course à la subvention, on n'est pas des mendiants. Il ne faut pas jouer ce rôle-là. Au contraire, c'est une course à la proposition. Les artistes, ils arrivent avec tout un tas de propositions. Après, il faut qu'il y ait une écoute, certes, et des lieux d'exposition. Mais Tarbes devient une ville artistique, ça j'en suis sûr. On dit elle s'est fait voler la vedette par Bagnères, truc. Mais non, il faut arrêter avec ça. Elle deviendra encore plus artistique du fait que les artistes se prennent en charge et font de la proposition. En faisant ces propositions, nous aurons le droit de citer dans la cité. Il y aura une place qui n'est pas la place de l'artiste bohème, squatter, que sais-je. Non, la vraie place. Bon, Pierre, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, je vais revenir sur le contexte tarbais pour rendre hommage à diverses personnes. Par exemple, quand j'ai eu un prof de dessin au collège Massé qui s'appelait Monsieur Demoisy et qui a cru à moi. En tout cas, il m'a amené aux Beaux-Arts de Tarbes, donc j'avais 10 ou 11 ans, et qui m'a fait faire mes premiers... c'était pas évident à l'époque qu'un gamin de 10 ans dessine des nus ou des modèles vivants. En tout cas, c'était aux Beaux-Arts de Tarbes. Et avant, une institutrice qui s'appelait Madame Sabatier, qui me permettait, alors que les autres faisaient du français, de dessiner en classe. Ou alors le Paris, le centre culturel du Paris, avant que ça devienne le mall gigantesque qu'on connaît, était une structure beaucoup plus petite, avec un cinéma d'art et d'essai. Devant, il y avait une petite arène, avec une association de peinture. Monsieur Demoisy m'a révélé que je pouvais dessiner, et eux, ils m'ont révélé que j'étais coloriste. Ils m'ont fait peindre. Ma maman, elle, me faisait peindre sur les murs. Grâce à elle, tout de suite, j'ai désacralisé le support. Au lieu de me dire je ne dois pas dépasser de la feuille, elle me faisait dessiner sur le mur de l'appartement. Donc, ce milieu tarbais, je pourrais parler de ma marraine Arlette, du Balin, qui était à la mairie, qui s'occupait des sans-papiers, et qui m'a ouvert cette sensibilité, et qui m'a encouragé, entre autres, à aller aux Beaux-Arts de Paris, mais aussi à écrire de la poésie. Et tout ça, c'est à Tarbes, c'est une essence tarbaise. Et voilà pourquoi je reviens sur Tarbes. Oui, je vais continuer à travailler en Suisse, à Grenoble, d'accord. Mais de toute façon, je pense qu'à la retraite, qui est pour moi dans quelques années, il y a un atelier tarbais qui se profile. Voilà. Donc voilà, merci en tout cas pour l'entretien, parce que merci pour l'intérêt que vous me portez, vraiment. Bon, merci Pedro Pierre pour cet entretien très riche, hein. J'ai beaucoup appris. Bon, je ne suis pas sûre d'avoir saisi toute la complexité de la démarche artistique, hein. Mais je ne sais plus qui a dit, il faut que la peinture serve à autre chose qu'à la peinture. Et voilà. Merci infiniment pour ce moment très riche. Ah, top. Moi, j'aimais bien avoir le dernier mot. Oui, il y a Picasso, lui, il disait l'art n'est pas fait pour décorer les appartements. C'est une arme, hein, offensive et défensive. Ça complétera la citation sur la peinture. Merci.